Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 4 de Drapeau Noir et Soleil. Merci de nous rejoindre. Merci à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Voilà, si vous tombez sur cet épisode, je vous invite à aller voir les épisodes précédents. C'est important pour avoir un fil rouge et puis pour commencer à nous apprécier comme il se doit. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, donc avec le chapitre 5 qui sera lu par Kozak. Le chapitre sur les Arditi que vous attendiez tous, parce que les Arditi, voilà, c'est un peu ce type de personne qui nous habite, qui nous anime. C'est une figure mythique. Exactement. Et dont on vous a beaucoup parlé dans les chapitres précédents. Et sans vraiment les définir. C'est vrai. Parce que vraiment, on gardait ce chapitre-là, et je suis trop content de le lire. On n'est pas rentré dans le détail, et à la base, c'est moi qui devais le lire, mais on a décidé avec Kozak qu'il était bon de squeezer quelques chapitres pour éviter de vous ennuyer, pour ne vous donner que les meilleurs moments de ce livre, voilà, pour vous tenir en haleine et vous donner envie de continuer à nous écouter. C'est ça, parce que le chapitre qu'on a passé là, en l'occurrence, c'était un chapitre vraiment qui décrivait après la prise de Fiume, donc l'épisode de la semaine dernière avec la marche de Ronchi qui nous a été lu par Alfie. Ça racontait un petit peu comment Nitti, donc qui est le président de la République d'Italie, c'est une république? Non, c'est encore un royaume. C'était un royaume. Ouais. Pardon, donc le président de l'Italie. Le Premier ministre, putain, je dis n'importe quoi. C'est pas le grave. Premier ministre. Le Premier ministre, ouais. Le Premier ministre Nitti. Et comment il a réagi à cette prise de Fiume, et que, bon, voilà, en gros, ça pose problème. Surtout d'un point de vue des décisions d'après-guerre concernant l'aide américaine pour le développement de l'Italie. Et d'ailleurs, ça serait une grande introduction, c'est pas très grave. Je crois que dans M le fils du siècle, si les Antifa qui ont fait cette série ont lu ce chapitre de ce bon vieux Olivier Tosseri, ils se sont basés sur ce chapitre pour créer cette tension entre Mussolini et D'Annunzio, qui est largement exagérée, hein, comme on vous l'avait déjà dit. Ah, je suis pas forcément d'accord avec toi là-dessus. Bon. Pour moi, la tension, elle est réelle, mais parce qu'ils se comprennent pas, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais Mussolini, c'est le politique, et alors que D'Annunzio, la politique, il en a rien à secouer. Bon, pour moi, c'est... On va pas faire qu'est-ce qu'il y a on va pas faire un développement dans l'intro. En tout cas, voilà, il fallait que je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus de personnes à nous rejoindre sur la page Instagram et même sur les autres réseaux. Voilà, il fallait qu'on vous remercie parce que 100 personnes en 2 semaines, c'est, je trouve, assez important pour le souligner. Et je vous invite à noter ce podcast, à écrire des commentaires en dessous des podcasts ou par exemple en dessous des publications de Drapeau Noir et Soleil sur Instagram. C'est important. On a besoin de retours, on vient de se lancer, donc on a besoin de beaucoup de retours. Ouais, c'est ça, c'est la première fois qu'on fait ça et on n'a pas forcément d'antécédents. Là-dessus, on n'a pas forcément de gens dans notre entourage qui ont participé à des podcasts de ce type-là, donc c'est pas évident de savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien. N'hésitez surtout pas, ou alors à nous envoyer en DM sur la page. Ça, voilà. Ça serait appréciable. C'est appréciable. On a besoin de progresser, de savoir ce qui va pas, le son, voilà, peut-être. Même des recommandations de bouquins. Exactement. Ou de thèmes, quoi. Des idées. On prend tout. On prend tout et encore une fois, merci. Merci pour votre écoute attentive. Et je vais vous laisser avec la lecture du chapitre avec ce bon vieux Kozak. Mon chapitre préféré parce qu'il parle des Arditi et je trouve qu'on en a beaucoup parlé et je voulais pas qu'on les définisse vraiment parce que c'est ce chapitre-là pour moi qui est presque un des plus beaux du bouquin. Pas le plus beau, vous verrez mon préféré, mais presque. Chapitre 5, les Arditi. Pas de tragédie grecque ou d'opéra sans son cœur. À Fiume, ce sont les Arditi, les hardis. À l'inverse des Français qui ont affublé tous leurs combattants de la Première Guerre mondiale de l'affectueux surnom de poilus,
Les Italiens nomment certains d'entre eux par leurs principales caractéristiques. Si de ce côté-là des Alpes, tous ceux qui endossent l'uniforme bleu horizon en faisant preuve d'abnégation méritent ce sobriquet, de ce côté-ci, seul un nombre restreint par son audace, dans l'imaginaire collectif, le poilu subit le feu avec une courageuse patience, terré au fond de ses tranchées insalubres. Les Italiens se souviennent quant à eux des Arditi, qui avec témérité nettoient celles des ennemis en les prenant d'assaut. Ils y sèment la mort avec leurs équipements typiques, le pugnale, dagues de combat et des grenades cipe ou tevno, peu puissantes mais très bruyantes pour provoquer l'effroi des adversaires. C'est la spécialité de cette unité d'infanterie, dont les membres, tous volontaires, réclament par écrit leur incorporation. Ils sont destinés aux coups de main intrépides et excellent dans le combat au corps à corps grâce à un entraînement spécifique. L'Ardito n'est pas un soldat, c'est un guerrier, pour qui le combat se livre toujours de manière exceptionnelle et rend singulière son existence. Elle ne peut s'achever recroquevillée sous un déluge de feu et un nuage de terre soulevé par les batteries austro-hongroises, derrière lesquelles se cachent les artilleurs anonymes. Non, le fil toujours tendu de sa destinée ne peut être coupé qu'en regardant dans les yeux l'ennemi sur le parapet d'une tranchée. Il s'y rue torse bombé et fesses noires au vent, car ardire en italien signifie aussi bien outrecuidance que courage. Un mot pour résumer leurs principales caractéristiques psychologiques et physiques. Un mot pour exprimer leur esprit et leur corps, ou plutôt l'esprit de corps, dont ils sont tous animés. La fidélité à leur bataillon est la seule, avec celle vis-à-vis de la patrie, à laquelle ils souscrivent. Ils méprisent la discipline militaire et le sens de l'État. La grande différence avec les Sturmtruppen et les Strausstruppen austro-hongrois et allemands, des hommes simples prêts à malmener quiconque tenterait d'endiguer leurs mâles instincts, à commencer par les carabiniers, qui renoncent le plus souvent à freiner leur licence, de crainte d'être violemment rudoyés. Quant aux classes sociales qui régissent à cette époque les rapports au sein des armées européennes, ils auraient recours à l'une de leurs devises pour affronter un problème qui ne se pose pas. Mene frego. Je m'en fous. Les officiers et ceux qui se trouvent sous leurs ordres vivent en parfaite symbiose, associés par deux, l'un étant responsable de l'autre. Les premiers, souvent d'extraction bourgeoise, arrachés à l'université ou à leur profession libérale, les seconds, pour la plupart issus des milieux populaires, tirés de leurs ateliers ou de leurs champs. L'ambiguïté du corps des Arditi n'est pas que sociale, elle est aussi politique. Des officiers à la fois ultranationalistes commandent une troupe à la sensibilité anarchiste et républicaine. Cela ne les empêche pas de communier dans la mystique guerrière et violente qui les anime. Le sentiment qu'Ernest Junger évoque dans Orage d'acier pour décrire sa mobilisation les anime toujours après 3 ans d'horreur. Nous avions quitté les salles de cours, les bancs de l'école, les établis, et les brèves semaines d'instruction nous avaient fondu dans un grand cœur brûlant d'enthousiasme. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l'inhabituel, des grands périls. La guerre nous avait donc ainsi saisis comme une ivresse. C'est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de rose et de sang. Nul doute que la guerre nous offrit la grandeur, la force, la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile, de joyeux combats de tirailleurs dans des prés où le sang tombait en rosée sur les fleurs. Pas de plus belle mort au monde. Ah, surtout, ne pas rester chez soi, être admis à cette communion. Ite missa est. La messe est dite. Le 3 novembre 1918, à Villa Giusti, près de Padoue, où l'armistice est signé avec l'Empire austro-hongrois, un trait de plume qui crisse sur une feuille, bien plus dangereux pour les Arditi que les balles qui sifflaient jusqu'ici. Car s'ils ne craignent pas ce qui peut menacer leur vie, ils ne supportent pas ce qui entend mettre un terme à leur existence. À la fin de l'année 1918, un peu moins de 50 000 hommes sont en service dans différentes formations d'Arditi. À défaut de gratification, ils s'attendent à recevoir des témoignages de reconnaissance nationale pour les sacrifices consentis. Mais c'est plutôt la méfiance qu'ils suscitent auprès des autorités politiques et militaires, rapidement inquiètes qu'une telle milice ne menace la stabilité d'un pays sorti exsangue du conflit. 2 semaines exactement après la signature de l'armistice, le général Francesco Saverio Grazioli, qui sera envoyé en poste à Fiume, explique dans une note, avec le retour à la paix, où leur nature échevelée et exubérante se perdra, et ils deviendront une infanterie ordinaire, ce qui ne justifierait ni leur existence, ni le nom qui leur est propre. Ou bien elle persistera,
et alors il sera extrêmement difficile de la contenir, d'éviter des infractions disciplinaires déplorables et peut-être des crimes qui obscurcisseraient leur glorieuse réputation, qu'ils se sont gagnés avec la guerre. La décision est donc prise de dissoudre tout leur régiment dès janvier 1918, ne conservant que 6 unités qui sont régulées en tripolitaine, sans mission bien définie. On ne traiterait pas autrement ceux qui par leur manquement ont conduit à un désastre militaire, alors que le mérite des Arditi a permis d'arracher la victoire. La précipitation avec laquelle cette décision est adoptée ajoute l'injure à l'insulte. Elle est d'autant plus blessante qu'elle frappe là où ils sont les plus sensibles, l'honneur. Le haut commandement et le gouvernement italien avaient pourtant exalté la geste de ces guerriers, courant en chantant vers la Bella Morte, pour donner l'exemple au reste des troupes. Ils piétinent désormais la légende. Les Arditi s'imaginaient être érigés au rang d'illustres grognards. Ils craignent désormais d'être rabaissés à celui de demi-solde. La restauration du monde d'avant-guerre signifie celle d'une routine dans laquelle leur élan vital ne pourra s'exprimer. Le conflit a opéré une fracture qui ne peut se réduire. Pour eux, il y a un synonyme, le mot révolution. Ils l'ont vécu dans son sens romantique, celui de la tabla rasa, des normes, des valeurs, du respect des hiérarchies sociales et de l'autorité qui régissaient la société. Ils s'aperçoivent que d'autres l'ont compris de manière pragmatique, celui d'une rotation complète dont la conséquence n'aura été que de faire revenir le monde d'hier à son point de départ. Ignorant que, pour eux, leur mobilisation ou leur engagement volontaire a représenté un point de non-retour. Les coups d'éclat auxquels ils se sont livrés ont strié les nues de leur jeunesse, traversée par un orage d'acier. Chacun a eu la sensation d'être un point lumineux d'une gerbe d'artifice. La mort, telle que la foudre, qui s'abattait au hasard et sans raison, leur a prouvé que le ciel y résonnait d'autant plus. Les Arditi ont mis leur vie au service d'un idéal, celui de la nation, s'inscrivant dans la lignée des volontaires, partis 50 ans plus tôt, accomplir le risorgimento. Ils ont enrichi cet héritage historique d'une confuse aspiration libertaire et révolutionnaire, qui n'a pour l'instant aucun contenu précis, si ce n'est cette impétuosité qui n'attend qu'à être dirigée. Se demander, en 1918, si un Ardito est de droite ou de gauche, est comme se demander si l'éclair est le fils du jour ou de la nuit. Quand, de toute évidence, chaque éclair est le fils d'une tempête ou d'un orage, peu importe s'il est diurne ou nocturne. Pour ces hommes, la jeunesse et la guerre ont de toute façon aboli toute temporalité. Ces deux phénomènes sont les seuls avec l'amour qui se conjuguent exclusivement au présent. La mort omniprésente les a fait vivre dans une instantanéité permanente qui a rendu dérisoires les codes et les distinctions de classe sociale du passé. Ils ne protègent pas des balles. Leur bravoure et leur chance sont plus puissantes que les privilèges et la naissance. La révolution des tranchées fait faire aux Arditi 2 découvertes fondamentales qui influeront profondément et expliqueront leur rapport avec la société. L'individualisme et le protagonisme. Ces soldats sont un paradoxe vivant à l'image de ce premier conflit de masse de l'histoire de l'humanité. Il est le paradigme de l'anonymat auquel il soumet ces millions d'hommes, coulant leur corps dans le même uniforme qui efface leur personnalité avant qu'ils ne soient dispersés par des obus tirés par un ennemi invisible. Et pourtant cette guerre, par son ampleur, n'est à nul autre pareille. Elle est unique, et devait même le rester, en devenant la der des der, octroyant à ces soldats le primat d'avoir participé à un événement extraordinaire. Les Arditi en sont convaincus et se sentent les premiers des premiers. Leurs unités sont connues par leur nom avant de l'être par un numéro, et ils prennent des libertés avec la tenue militaire qu'ils adaptent à leur guise. La conscience de leur originalité est exacerbée. La paix les condamnait à être embastillés dans leur catégorie sociale dont ils n'imaginaient pas pouvoir s'extraire. C'est ce qui rendra si évidente leur rencontre avec le mouvement futuriste, dont le manifeste exaltait en 1909 la guerre comme seule hygiène du monde. Pour son fondateur, Filippo Tommaso Marinetti, futurisme signifie avant tout originalité, c'est-à-dire inspiration originale, soutenue et développée par une volonté et par une manie de l'originalité. Mouvement futuriste veut dire encouragement assidu, organisé, systématique de l'originalité créatrice, même si elle est apparemment folle. C'est le cri de la liberté humaine, qui résume tragiquement, sous une forme lyrique et dramatique, absolument nouvelle, l'agitation fiévreuse et exaspérée du moi qui s'efforce de briser la cage de fer du déterminisme ou de la fatalité.
Les futuristes se déclareront bientôt Arditi de l'art. Ceux en armes savent, en outre, que leur participation à une bataille est décisive et peut changer le cours des événements. Pour eux, ficher leur baïonnette dans le corps de l'adversaire a bien plus de conséquences pour faire bouger la ligne de front qu'une main déplaçant des drapeaux sur une carte d'état-major tapissant le mur d'un bureau. Ils vouent un véritable culte à la violence et à l'action, à l'immédiateté du résultat, une fois la décision prise, le plus souvent marqué du sceau de la mort. Personnages principaux de la guerre, ils aimeraient confusément maintenir ce rôle, mais ils ont l'intuition qu'on ne leur laissera jouer que celui de figurant. Si avant 1914, certains civils éprouvaient l'angoisse du prochain déclenchement d'une guerre qui se rapprochait, les Arditi ressentent quant à eux l'appréhension diffuse de l'inéluctabilité de la fin des hostilités. Comment alors, qu'ils sont convaincus de représenter l'élite de la nation, pourraient-ils reprendre des postes subalternes derrière leur charrue, leur pupitre, leur établi ou leur guichet? Leur statut de héros a été coulé dans le bronze en fusion des combats, et ce bronze incandescent a fait exploser le moule de leur vie précédente. Habitués aux avant-postes périlleux, d'un destin qu'ils découvrent exceptionnel, l'idée de rentrer dans le rang leur est insupportable. Après une tension constante de toutes les énergies, le mot démobilisation sonne aux oreilles des Arditi comme une avanie. La vie normale est celle du danger au front, pas celle des langueurs de l'arrière. L'écrivain et journaliste futuriste Mario Carli, engagé volontaire et capitaine des Arditi, interpelle ainsi ses compagnons d'armes. Nous aussi, nous avons fait 4 ans de guerre, mes frères. Nous aussi, nous aurions droit d'être fatigués et déçus. Nous aussi, nous voudrions que la vie nous offre un peu plus de joie, de satin et de parfum, après tant d'acier et tant de poussière fumante. Mais nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas et nous ne savons pas. Paix nous semble un mot vide de sens, un archaïsme désaffecté. Nous sentons, sans trembler ou nous angoisser, tous les abysses que la guerre a ouverts entre le passé et nous survivants. Toutes les théories, les traditions et les illusions qu'elle a détruites, toutes les forces nouvelles qu'elle a jetées dans le jeu de la vie pour renouveler et provoquer les prodiges, déchaîner les énergies et les fantasmes, envisager de nouvelles possibilités d'accidents, de sentiments nouveaux et de situations nouvelles. On ne retourne pas à l'ancien, on ne rentre pas dans le moule déformé par le cataclysme. On ne revêt pas les tenues des époques défuntes. La nostalgie de l'Arcadie, de la paix universelle, qui d'ailleurs n'a jamais existé. Des études sereines, des plaisirs paisibles, et maintenant une utopie, qui devrait disparaître du cerveau de ceux qui se sont battus, comme une maladie inavouable indigne des hommes forts. La perspective de devenir des soumis, fondus dans la foule anonyme d'une petite paix, les horrifie. C'est tout le sens d'une phrase inscrite par un soldat sur le mur criblé de balles d'une maison en ruine, en pleine déroute de Caporetto, et qui leur servira de devise. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 ans comme un mouton. La guerre était un jour sans fin pour les Arditi, qui se retrouvent désemparés lorsque la paix éclate, le 4 novembre 1918. Ils doivent affronter une véritable crise existentielle. Le retour à la normale ne peut en aucun cas signifier pour eux un retour à la norme, dont le conflit les a définitivement affranchis. Ils ne peuvent que rester fidèles à ce qui constitue désormais leur normalité, le combat. Si la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les Arditi aspirent à ce que l'affrontement politique qui va s'ouvrir dans une Italie à laquelle ils ont offert la victoire soit la continuation de la guerre par d'autres moyens. À l'approche de l'heure du retour dans vos foyers, les invite Mario Carli, vous pensez certainement au lendemain. Ce lendemain ne peut être pour vous qu'une continuation de la gloire conquise sur les champs ensanglantés et la reconnaissance de la part de la nation de votre valeur humaine qui devrait être utilisée et canalisée de la meilleure manière possible dans les œuvres de paix. Mais ils ne se sentent pas adaptés à cette nouvelle mission. La guerre les a rendus sublimes et la paix les voudrait sordides. La première faisait peser sur leur vie le néant, la seconde la menace de nullité. Voilà la facture de la Première Guerre mondiale pour ces jeunes hommes. Eux, qui avant elle étaient habitués à être humbles et ne peuvent plus dorénavant supporter de se sentir humiliés. Marinetti l'a parfaitement compris lorsqu'en octobre 1918, il harangue 300 officiers Arditi à Riez. Vous êtes devenus Arditi par amour effréné de la liberté, amour de la violence, esprit d'innovation, esprit révolutionnaire, esprit futuriste. Vous êtes devenus Arditi par amour de la violence, de la guerre et du beau geste héroïque.
Vous êtes devenu Arditi à cause d'un désir de crânerie juvénile, ouvrant votre col avant d'arracher votre chemise pour mieux se battre à main nue, ou pour se jeter à l'eau pour sauver un homme qui se noie. Le coup libre de l'homme fort et créateur, le coup libéré des cravates idiotes, le coup athlétique qui fait éclater le col de la société. Vous êtes les maîtres de la Nouvelle-Italie. J'aime votre désinvolture insolente. Vous êtes la nouvelle génération de l'Italie intrépide et brillante, qui prépare le très grand avenir de l'Italie. Il est pourtant entre les mains d'hommes politiques, qu'ils perçoivent comme des vieillards fossilisés, alors que la guerre a maintenu leur jeunesse en ébullition. Le monde d'hier s'impatiente qu'elle refroidisse et se solidifie. Eux veulent maintenir son magma en activité, dans l'attente d'une éruption qui balayera tout sur son passage. En prenant le train qui les ramène chez eux, les Arditi laissent glisser dans leur sac leur pugnalé. Qui sait s'il ne pourra pas très vite s'avérer utile. Pourquoi? Ils ne le savent pas encore. Comment? L'historien Renzo De Felice explique en soulignant que la lutte politique italienne avait été une lutte en famille, d'orateurs, d'affiches, de journaux, de manifestations et de réunions bruyantes mais pacifiques. Les Arditi veulent la mettre sur un plan nouveau, l'organisant avec des critères militaires. Amputés de l'ennemi autrichien à l'extérieur, ils en trouvent plusieurs à l'intérieur, et inversent la maxime de Massimo d'Azeglio. L'Italie est faite, il faut faire les Italiens. Pour eux, grâce à l'épreuve des tranchées et à la victoire, le peuple italien est constitué, il faut maintenant faire naître l'Italie. Par une révolution même, si ce terme demeure confus et générique dans leur esprit. Les ennemis, quant à eux, sont parfaitement identifiés. Les socialistes, qui sont restés neutres pendant le conflit et assimilés à des traîtres. Une bourgeoisie parasite et enrichie avec les embusqués. Les prêtres défaitistes avec les appels à la paix du pape Benoît XV contre l'inutile massacre. Les bolcheviks, qui souhaitent profiter de leur sacrifice au front pour semer le désordre. N'est-il pas déjà trop tard, se demandent certains, inquiétés par l'agitation sociale de ce biennier au Rosso, ces 2 années rouges 1919 et 1920, avec ces grèves qui n'aboutissent à rien, si ce n'est décourager la classe ouvrière et épouvanter la bourgeoisie. L'idéal subversif des Arditi sera-t-il le bras armé de la révolution ou de la réaction? C'est l'un de leurs autres grands paradoxes, qui émergera plus tard. Voulant faire éclater la première, ils soutiendront la seconde. En cette année 1919, ils ne savent pas encore dans quoi ils s'impliquent, mais ils ont déjà trouvé avec qui le faire, les futuristes. Ils partagent leur foi interventionniste et le confus et profond désir de renouveau radical. Fin 1918, un parti futuriste a vu le jour. L'une de ses figures de premier plan est Mario Carli, qui fonde le 9 janvier 1919 à Rome la première association d'Arditi, mettant à son service son journal, Roma Futurista. Elle ne se fixe au début aucun but politique, simplement celui, comme l'affirment ses statuts, d'entraide et de soutien aux soldats démobilisés. À peine un mois plus tard, un commissaire envoie un rapport au ministère de l'Intérieur, expliquant que l'association souhaite maintenir spirituellement unis les Arditi, également pendant la paix, pour construire avec eux un élément d'avant-garde de toutes les luttes politiques et économiques qui se dérouleront dans l'après-guerre. L'arditisme et le futurisme se conçoivent ainsi comme 2 avant-gardes, qui ont effectué leur jonction dans la perspective d'un nouveau combat à livrer. Mario Carli explique les liens qui les unissent dans un texte du 11 mai 1919, avant de publier quelques mois plus tard un manifeste de l'ardito-futurisme. L'arditisme coïncide avec le futurisme dans sa façon d'affronter l'avenir sans scrupule, même s'il se présente sous la forme d'une série de tranchées garnies de fils de fer barbelés. Il coïncide dans le mépris de l'expérience, de l'histoire et du passé, qui n'enseigne jamais rien. Il coïncide dans l'allégresse physiologique qui permet d'affronter toutes les batailles en souriant. Il coïncide dans les acrobaties du cerveau et des muscles avec lesquels on saute les obstacles de la tradition. Il coïncide dans la générosité prodiguée l'un à l'autre pour enlever les camps retranchés du passéisme, dont l'empire des Habsbourg était le visage le plus fétide et abject. Il partage également la devise de Marinetti, martiare non martire, marcher, ne pas pourrir. Ils vont bientôt se mettre ensemble en marche pour Fiume. Au service de quoi? A moins d'importance pour eux qu'au service de qui? Gabriele D'Annunzio. Leur devise est à la fois un cri de guerre, un programme politique et une revendication. A noi. Ça veut dire à nous. Bon, énorme chapitre. Merci d'avoir fait la lecture, Kozak.
Tu comprends pourquoi c'est mon chapitre préféré. Ton chapitre préféré, qui est sûrement le mien maintenant. Merci de me l'avoir conté, je ne l'avais pas lu. J'appréhende les chapitres petit à petit parce que j'aime bien me garder la surprise, je trouve ça hyper intéressant. Et je voyais tes réactions là pendant que j'étais en Ouais. train de lire, à se tenir la tête là sur les passages sur l'orage et tout. Voilà. C'est Sur la jeunesse, l'orage. C'est très poétique comme C'est chapitre. magnifique, ouais. D'ailleurs, comme le chapitre que tu nous as lu un peu la semaine dernière, La marche de Ronchy, où tout à toute fait. la première partie, Ouais. elle est très romantisée, elle est très visuelle. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'artistique qui s'en Ouais, dégage. tout à fait, quoi. je suis d'accord avec toi, exactement. On est sur quelque chose d'extrêmement contemplatif. J'ai presque envie de dire que quand on écoute ces discours donc du chapitre 3, la marche de Ronchy, et là, de ce chapitre-là, Ouais. on a envie d'y être. Mais tellement. On a envie d'écouter, d'être à la place d'un Arditi qui écoute, ou alors qui parle à D'Annunzio, tu sais, dans Ouais. sa villa, la Villa Rossa, je crois. C'est où déjà? C'est à Venise? La Ouais, Villa c'est Rossa, ça. voilà. Ouais. Enfin, on a vraiment, il nous le décrit pas tant, mais on a envie d'être là, quoi. On a envie de ressentir ce qu'ils ont ressenti. Mais surtout les Arditi, c'est tellement fou et c'est pour ça que on en a souvent parlé dans les chapitres. Ouais. Mais On voulait pas. je voulais vraiment garder ce chapitre-là Ouais. pour venir en parler en profondeur et c'est ce qu'on va faire. Et je crois que maintenant vous comprenez pourquoi il a voulu garder le suspense. À chaque fois on vous disait, on va en parler plus tard, on va en parler plus tard. Désolé, voilà, maintenant. Ouais, plus tard, c'est maintenant. C'est maintenant, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai vu que tu avais pris des petites notes. Bien sûr, c'est important, il y a beaucoup de choses à dire pour le coup. J'ai l'impression, en tout cas, que les Arditi ont cette appréhension sur le champ de bataille, ont cette description de guerriers. C'est très païen, en fait. Un peu, ouais. C'est extrêmement païen. Alors, toi, tu fais évidemment la référence avec l'Antiquité romaine, les légionnaires. Moi, je fais plutôt référence au Valhalla et aux Vikings. Ouais. Parce qu'on a vraiment cette impression que les Arditi avaient besoin, avaient envie et ne concevaient pas autre chose que de mourir sur le champ de bataille. Ouais. Et donc voilà, c'est un parallèle. Et c'est très curieux parce que l'armée romaine, toi tu le disais, c'est des légionnaires, C'est très organisé, etc. Donc, mais il y a ce côté, tu vois, les Arditi, là, je les verrais bien ouais. dans la tranchée hurler pour Mars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pour Bellone. C'est ça. Donc voilà, un peu un retour aux sources, peut-être 1900 ans en arrière pour les Arditi. Et voilà, ça fait du bien de voir ça aussi. Il y avait quelque chose pardon, de très nietzschéen dans cette guerre, et pour les Arditi, je trouvais, qui était de mourir, de vivre extrêmement dangereusement, d'où la doctrine aussi fasciste, vivre dangereusement, et de ne pas vivre une vie vide de sens, vide de sensations, c'est ça, vide d'action en fait. Et sans aucun jugement sur le bien ou le mal. Est-ce que la guerre c'est bien? Est-ce que la guerre c'est mal? Est-ce qu'on peut tuer? Est-ce qu'on tue pas? En fait, pour moi, je vois vraiment le côté Nietzsche là-dedans, quoi. On y va, on fait ce qu'on a à faire, et puis si on est les plus forts, on aura forcément raison. C'est ça. D'ailleurs, ils ont apporté la victoire à leur pays, qui les a bien remerciés comme de la merde. Comme de la merde, c'est clair. Et encore plus quand ils ont conquis Fiume. Ah, ça les a pas du tout arrangés. Mais c'est à cause de ça qu'ils sont partis à Fiume, tu m'étonnes. Une humiliation, comme tu dis. Une humiliation. Et puis, surtout, l'épopée de Fiume, ça permet pour moi, c'est les prolongations de la guerre pour ceux qui ont pas envie qu'elle s'arrête, tu vois. Ouais. Continue, et après, ils ont les prolongations de Fiume, c'est le fascisme. Et effectivement, en plus, on le voit dans pas le fascisme, mais dans le chapitre, que les Arditi se posent des questions. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Que faire? Que faire? Après la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ça va être une paix qui on n'existe plus. Ouais, on va servir à rien. Ils sont nés pendant la guerre. D'ailleurs, dans le chapitre, ils le disent, c'est des gens qui sont... leur statut a été coulé dans le marbre ou dans le bronze ou dans un bronze en fusion, etc. Et en fait, ils ont fait exploser le moule dans lequel ils ont été formés. Et en fait, c'est impossible de revenir à la vie d'avant. C'est ça. C'est pas possible. Il n'existe qu'en tant que Arditi. Imaginez un et que pour ça, mais c'est normal. C'est normal. Enfin, c'est impossible. Et comme tu dis, c'est normal. C'est dans la continuité de cette guerre et des Arditi. D'ailleurs, c'est un thème sur ce retour impossible à la vie normale qui revient souvent. Et tu vois,
les Arditi, on a fait un parallèle avec l'Antiquité. Mm. Ensuite, on a eu les Arditi. Mais aujourd'hui, ils existent encore, ces gars-là. Ouais. Il y a encore des fous, des marginaux. Les marginaux, c'est ça. Et ces mecs-là, en temps de paix, c'est vraiment très ingrat pour eux. Enfin, aujourd'hui, c'est sûr que vous avez autour de vous quelqu'un, vous êtes persuadé que c'est un enfoiré parce que Il est dur. il est violent. Et pas du tout tolérant. Bon, même si c'est pas la tolérance qui nous décrit le plus, mais voilà, une sorte de rigidité en fait, qui pourrait nous le caractériser. C'est ça, et à la fois un mépris de tout ordre moral, mais y compris un ordre moral que nous on aime bien, de la famille, Ouais. de tout ça. Et ces gars-là, qu'est-ce qu'ils deviennent, tu vois? Qu'est-ce que notre société leur propose? Notre société tertiarisée, la société où tu dois envoyer un mail à la CAF pour prendre rendez-vous, pour déclarer ton gosse, Ouais. pour enfin c'est tellement une vie qui est loin de cet idéal Arditi, de l'instant présent. Un Arditi jamais se prendrait un coup de pression par sa N+1 parce que C'est il ça. a oublié de rendre un travail en retard, mais jamais. Le Arditi, il bouge pas sa souris sur Teams pour rester connecté, parce qu'il stresse que son manager voit ça. Le Arditi, il s'en branle. Il s'en branle, c'est clair. Et il est en dehors de la société, clairement. Ça. Et notre société, elle est pas faite pour lui, quoi. Voilà. Et on en connaît tous des marginaux, des gens qui sont pas faits pour ça. C'est sûr. Pas faits pour elle. Voilà. C'est sûr. Et dans tous les gars qui sont partis en Ukraine, etc. Oh là là, mais putain, j'avais pas fait le rapprochement, mais t'as tout à fait raison. C'est ça. Et moi, je pense par exemple aussi aux hooligans, aux gens qui ont besoin d'un exutoire à la violence et à l'envie d'aventure. Sentir l'adrénaline. Et à l'instant présent, te sentir vivant dans le présent, c'est quelque chose qu'on a rarement l'occasion de faire. Dans la souffrance, dans le présent, dans la peur aussi. Le besoin de peur, tu vois, qui est vraiment viscéral. Et quelque part, jamais plus on ne peut se sentir aussi vivant qu'après avoir eu peur aussi fort. Tu vois. Bien sûr. Et surtout, après, c'est difficile, après une free, de retourner au boulot et de te faire engueuler par ton manager qui ressemble à Yann Barthès, qui a une grosse tête et un petit corps, quoi. Ouais, c'est clair. Et rien qu'avec cette expérience-là du hooliganisme, on a peut-être 1% de l'expérience qu'ont ressenti les Arditi en rentrant en Italie, quoi. Qui était tellement une sorte de redescente de cocaïne fois 1000, quoi. T'imagines la dépression totale pour des milliers de gens, horrible en fait. 50 000. Je savais pas qu'ils étaient autant, moi. Et je trouve 50 000 fous. En même temps, tu m'étonnes que le fascisme soit arrivé aussi vite en Italie. Ouais. T'as un pays qui est instable, qui est tout jeune. T'as une avant-garde aussi forte. Et t'as 50 000 malades mentaux qui débarquent du front, qui savent plus quoi faire, qui ont gardé leur couteau. C'est ouais. J'adore ce passage où ils glissent leur couteau à la fin de la guerre dans leur sac. Dans leur sac, ouais. Bien on ne sait pas pourquoi. Non, mais ils savent pas encore pourquoi. Comment l'utiliser. Mais peut-être qu'il y en aura besoin. Ouais, je suis d'accord. C'est très parlant. Ça veut dire que il y a une continuité, comment dire, pour après, quoi. J'avais marqué aussi que les classes sociales avaient l'air d'être un peu effacées. Et c'est toi plutôt qui va nous en parler parce que tu avais une belle anecdote par rapport aux Arditi et la manière dont ils étaient regroupés, dont ils étaient unis en fait. Mais ils le disent un peu dans le chapitre, mais ils fonctionnaient toujours par deux. Et par deux, t'en avais un qui était d'extraction sociale, donc soit de l'aristocratie militaire, soit de l'aristocratie globale en Italie, soit de la bourgeoisie, qui commençait vraiment à apparaître à ce moment-là. Et de l'autre côté, t'avais les ouvriers, les paysans, les gens qui normalement n'ont pas forcément le voix au chapitre, mais le fonctionnement des Arditi, de les mettre par deux et qu'ils soient à égalité, c'est quelque chose d'hallucinant et en termes de hiérarchie naturelle, c'est quelque chose, en tout cas nous par exemple dans nos groupes militants, qu'on peut retrouver. Il y a assez peu de groupes militants où il y a des élections pour décider qui sera le prochain responsable. Parce qu'en fait, premièrement, de toute façon, c'est comme à l'échelle nationale. Le problème d'une élection, c'est que elle génère des conflits. Et par exemple, dans un groupe dans lequel on s'entend tous bien, le fait d'avoir 2-3 chefs qui se présentent à une élection, ça fait qu'il y a 3 tendances
Et parfois, ces tendances deviennent irréconciliables C'est et divergent, en ça fait. crée des scissions. Et c'est le Mm. gros problème qu'ils ont, par exemple, dans les groupes de gauche. Ouais. C'est qu'en fait, il y a tellement de démocratie que le NPA, il fait une scission tous les 2 ans, quoi. Alors que nous, quelque part, si on a des désaccords, on peut créer sa propre structure tout en conservant celle là où on est, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais sans vouloir être dans le conflit, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a cette tendance Il n'y a pas de à... conflit ouvert. Il n'y a pas de Ouais. conflit ouvert. Et surtout, il y a cette hiérarchie naturelle. Et cette hiérarchie naturelle. Le chef, il s'impose de lui-même. Enfin, Mm. franchement, dans le groupe qu'on fréquente, Mm. sur les 2 derniers chefs, la question ne s'est pas posée. Non, bien sûr. C'était le gars qui était en place à ce moment-là, qui était le plus populaire auprès des militants Mm. et qui a participé à des actions, qui est reconnu pour sa capacité à gérer un groupe et à mener des actions. Et ça se fait comme ça, c'est tout à fait naturel. Mm. Mais comme dans un groupe d'amis, au final, ça se voit, ou comme dans un couple. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de valeur, enfin, c'est pas une science exacte, hein, de toute façon, Non. cette hiérarchie naturelle, mais dans nos groupes, c'est une tendance extrêmement puissante. Ouais. Tout à fait. Et comme on pourrait le penser, c'est pas forcément le plus musclé ou celui qui se bat le mieux C'est ça que j'entendais. le plus violent ou au contraire le plus cultivé ou le plus au point sur la doctrine. C'est le gars qui allie un petit peu tout ça en même temps et qui en plus arrive à embarquer les autres avec lui. Et les Arditi, à la fin de la guerre, ils débarquent et qui a l'autorité naturelle pour les guider? Gabriele D'Annunzio. Voilà. C'est pour ça qu'il se barre à fumer. Hey. Bon, j'avais aussi quand même, je veux rappeler que les Arditi c'est beau, c'est bien, mais malgré tout, on a découlé une guerre de 600 000 morts et 1 million de blessés pour les Italiens. Et en fait, un peu au début de la guerre, comme les Français, partir avec la fleur au fusil en se disant ça va durer 3 semaines et on va leur botter le cul. Bon, c'est bien beau, mais ça fait fi du réel. Et c'est très dommage parce que c'est beau ce qu'ont fait les Arditi, c'est beau ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait après, mais malgré tout, ils auraient pu être bien plus que ça, je pense. C'est ça. Et d'autant plus que y a quand même une grosse différence entre l'Italie et la France. Ouais. C'est que les Italiens sont arrivés 2 ans après les Français dans la guerre. 1 an ou 2 ans? C'est 1916 les Italiens ou 1915? 15, pardon. Voilà, donc 1 an après. Mais là où les Français ont été surpris par le type de guerre à laquelle on avait droit, c'est-à-dire une guerre de position avec du pilonnage de tranchées, machin, etc. Ouais. Les Italiens savaient à quoi s'attendre. Oui. Tu vois. Et malgré tout, ils y sont allés. Et ils y sont allés quand même. Donc c'est quelque part, de toute façon, nous n'aurions pas pu faire. Enfin, je veux dire, personne n'aurait pu les en empêcher parce qu'ils en avaient envie de cette guerre. Oui, et c'était aussi pour des volontés nationalistes. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on dit dans le chapitre 1 ou le chapitre 2, quand on parle de la victoire mutilée, c'est-à-dire que le sentiment pour se lancer dans cette guerre, c'est vraiment un sentiment d'italianité extrêmement fort, et de vouloir imposer la nation italienne sur la table, quoi, à la place des grands. Petite anecdote assez marrante. Dans ce chapitre, ce patchwork de tenues des Arditi, qui, une fois n'est pas coutume, font un peu n'importe quoi. Font encore n'importe quoi. Voilà. Veulent aller faire la guerre, mais sont pas du tout disciplinés, ont des tendances à faire ce qu'ils veulent. Et les flics osent pas les contrôler, osent pas leur poser... C'est presque un groupe paramilitaire dans l'armée. Ils ont des noms d'unités au lieu d'avoir des numéros. C'est nimp, mais que voulez-vous, c'est exactement ce qu'on leur demande. Et c'est peut-être là, faire la guerre à l'italienne, c'est peut-être là où ils sont les meilleurs. Parce que quand ils essayent de faire la guerre en étant disciplinés, ça marche moins bien. Ouais. En tout cas, ils ont moins de belles choses à raconter après. C'est ça. Il y avait une phrase de Marinetti hyper intéressante qui disait « La guerre comme seule hygiène du monde ». Moi en tout cas j'ai envie d'opposer une phrase de Staline qu'il a dit bien plus tard, la guerre comme rouleau compresseur de l'histoire. En fait, selon Kozak, tu disais plutôt que Marinetti lui entendait que la guerre ça permettait de trier le bon grain de livret
ça permettait de faire ressortir les plus belles choses à l'après-guerre. Ouais, c'était le moteur du monde, quoi. Ouais. Pour aussi bien une population que pour des infrastructures, un pays. Et même, regarde, en termes d'innovation, hein. Ce Voilà. que la Seconde Guerre mondiale a apporté en termes d'innovation, c'est hallucinant. Ouais. Sans la Seconde Guerre mondiale, on serait pas allé sur la Lune. Et Marinetti, lui, il entendait que l'hygiène, mais sans faire fi du passé, justement en prenant le meilleur et en le gardant, en l'exacerbant même, je dirais. Staline, lui, en fait, ce qu'il entendait par rouleau compresseur, c'est vraiment faire table rase. À savoir que, par exemple, l'époque des tsars, les Russes blancs, etc., toutes ces choses qui ont fait quand même la glorieuse Russie impérialiste, c'est un parallèle, hein, évidemment, ont été complètement effacées pour faire place à ce qu'on connaît, ce qu'on a tous connu en histoire, dans l'histoire, qui est l'époque communiste. Pour moi, il y a une différence fondamentale de perception de la guerre. Là où Staline, c'est une excuse, c'est un prétexte, et le rouleau compresseur, il écrase tout le monde. C'est le principe du rouleau compresseur, il écrase tout sur son passage. Marinetti, il n'a pas du tout la même vision de la guerre. Donc voilà. Et pour moi, c'est un peu ce qui montre aussi, parce qu'il y a les discours et il y a ce que les uns et les autres ont fait. Les communistes en Italie ont milité contre la guerre et s'en sont bien mordus les doigts par la suite quand l'Italie a gagné et qu'ils étaient hors du jeu. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont essayé de revenir juste après la guerre en profitant de l'instabilité. Les bolcheviks, les communistes italiens, ouais, tout à fait. Et le fascisme a sauvé l'Italie du communisme. Et bien pire encore. Et de la tutelle américaine et de tout ça. On avait aussi ce précepte de Marinetti qui était la création et l'originalité en permanence, l'obligation de créer et comment dire, de créer des choses originales. Marcher ou pourrir. Marcher ou pourrir, voilà. Donc nous, ça nous parle beaucoup en tant que militants, aussi bien pour les IT que voilà, pour les nationaux révolutionnaires, parce que c'est en créant et en faisant, même en se craquant, hein, évidemment, c'est ça le message surtout qu'il faut donner, c'est que il faut faire, se tromper, faire à tout prix, refaire, se retromper, refaire, et un jour ça va marcher. Et c'est comme ça que les gens viendront à nous, nous trouveront beaux, stylés, intéressants, bien sûr, et créeront à leur tour en fait. Bien sûr, parce que à part créer, qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule chose qu'on peut faire à part créer, c'est commenter. Mais l'histoire, elle s'en fout des commentateurs. Les commentateurs qui sont les plus en vogue, c'est ceux qui au final arrivent à créer quelque chose à partir de leurs commentaires. Mais les commentateurs purs qui commentent derrière leur télé ou derrière maintenant sur Twitter ou quoi que ce soit, on s'en fout. Oui, c'est clair. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, on les aura oubliés. Merde, bien sûr. Alors que si vous créez, ça laisse une trace, ça laisse quelque chose. Et puis, même si votre produit n'est pas tout à fait abouti, nous, notre podcast, on sait pas ce qu'on en fait, on sait pas où ça ira. À la limite, mais voilà. À la limite, je dirais même qu'on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est le moment où on l'enregistre, le moment où on le publie et le moment où vous l'écoutez. Et vous kiffez, voilà. Le reste, on s'en fout un peu. Ménéfrégo, comme diraient les Arditi. Et peut-être que nous, c'est pas le produit abouti, mais que quelqu'un reprend l'idée et fera autre chose. Et le fera mieux. Et que là, ce sera fécond. Il faut absolument faire absolument. Et c'est là où la lecture de Marinetti, elle est importante. D'ailleurs, je vous conseille le livret qu'avait fait l'Institut Georges Valois. On vous mettra peut-être le lien de leur Instagram, mais l'Institut Georges Valois, ils ont fait sur leur site un petit article, et il y a même un livret sur le futurisme et sur Marinetti. Et je vous conseille de le lire pour mieux cerner le personnage et voilà. Et si vous regardez la série M, le fils du siècle, de ne pas vous baser sur la description galvaudée de Marinetti qui est faite de lui dans cette série, où vraiment il est pas mis à son avantage. Non. En fait, c'est que pour faire de la psychologie pure, il nous demande d'avoir des pulsions de vie, en fait. Et que ça. Et de les assumer. De pas les réfréner, de pas être conservateur, et d'y aller. Et je pense que ce sera la plus belle chose que vous pourrez donner au monde dans votre vie. Bon, je pense qu'on a abordé tous les sujets qu'on avait
qu'on avait abordées. Merci de votre écoute. Ouais, j'espère que c'était pas trop brouillon, qu'on n'a pas ouvert trop de parenthèses, qu'on Ouais. n'aurait pas réussi à refermer. C'est pas évident parce que vu qu'on est amis dans Ça la vraie part dans vie, tous les sens. ça part dans donc tous c'est les bien. sens et on aime bien discuter, surenchérir. Donc, Voilà. faut que ça passe bien au podcast. quoi. Il faut que ça aille quelque part et voilà, vous inquiétez pas dans tous les cas. Je vais essayer de mettre un fil rouge cohérent à tout ça. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Une fois de plus, je le répète, j'attends de vous que vous nous aidiez à faire évoluer ce podcast. Et je pense que ceux qui nous écoutent sont déjà certainement abonnés à la page Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous DM, à noter le podcast. Ouais, c'est important. Voilà.